À 68 ans, j'ai vendu l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien pour 58 millions de dollars. Pour célébrer, j'ai emmené mon fils unique et sa femme dans le restaurant le plus chic de la ville. Il a souri. Il a porté un toast à mon succès. Et puis, quand il pensait que je ne regardais pas, il a essayé de me tuer. Ce que mon fils ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre regardait. Et que ce simple avertissement silencieux mettrait en branle un plan pour démanteler son monde entier, morceau par morceau. Avant de continuer cette histoire, veuillez me faire savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous croyez qu'un héritage est quelque chose que l'on construit, pas seulement quelque chose dont on hérite. Le restaurant était le genre d'endroit où le silence avait un poids. Il n'était rompu que par le doux cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine et le faible murmure des conversations de gens qui n'avaient jamais besoin d'élever la voix pour se faire entendre. De l'autre côté de la nappe blanche et amidonnée, mon fils Kevin et sa femme Brenda donnaient une performance. Leur sourire était trop éclatant, leurs éloges trop polis. Ils me regardaient avec une admiration qui semblait répéter, comme une scène qu'ils avaient pratiquée dans la voiture en venant. 58 millions, papa, dit Kevin, secouant la tête comme s'il n'y croyait pas. Le verre à vin en cristal paraissait fragile dans sa main. Arrives-tu seulement à te représenter ce chiffre? C'est incroyable. Un véritable témoignage de toute ta vie. J'ai simplement hoché la tête, prenant une lente gorgée de mon jus de canneberge. Je pouvais sentir le mensonge derrière ces mots. Il avait un goût familier, amer et piquant. Pendant 40 ans, j'avais consacré ma vie à Cala en logistique, en commençant avec un seul camion d'occasion et la conviction que je pouvais le faire mieux que quiconque. Je me souvenais des nuits blanches, de la graisse sous mes ongles, de l'inquiétude constante qui me rongeait l'estomac. J'ai bâti cette entreprise sur la sueur et l'intégrité, deux choses que Kevin n'avait jamais comprises. Il voyait les 58 millions de dollars, mais il n'avait jamais vu le sacrifice. Brenda tendit la main sur la table et posa la sienne sur la mienne. Sa peau était froide, son contact fugace. Nous sommes si fiers de toi, Jacques. Vraiment. Maintenant tu peux enfin te détendre. Profiter des fruits de ton labeur. Laisse-nous prendre soin de toi. La phrase resta en suspens dans l'air. Laisse-nous prendre soin de toi. Cela sonnait moins comme une offre que comme une proposition. J'ai regardé mon fils, cherchant le garçon dont je me souvenais, celui qui s'asseyait sur le siège passager de mon premier camion, sa petite main serrant une voiture miniature. Mais ce garçon avait disparu. À sa place se trouvait un homme dont les yeux avaient l'éclat froid et dur du sentiment que tout lui était dû. Ma défunte épouse, Alicia, l'avait vu il y a des années. Je me souviens d'elle, debout près de la fenêtre après l'une des nombreuses demandes d'argent de Kevin, une tristesse silencieuse dans ses yeux. « Sois prudent, Jacques », m'avait-elle dit. « Il te voit comme une banque, pas comme un père. » À l'époque, j'avais pensé qu'elle était trop dure. Maintenant, assis dans ce temple de la richesse, ces mots résonnaient dans mon esprit comme une prophétie. La conversation dériva, une rivière peu profonde de plaisanteries sans signification. Ils ont posé des questions sur ma santé mais n'ont pas attendu la réponse. Ils ont parlé de leurs projets, un voyage en Europe, une nouvelle voiture, tout cela dit avec la supposition désinvolte que leurs soucis financiers appartenaient désormais au passé. Ils dépensaient mon argent avant même qu'il ne soit crédité sur mon compte. Je ressentis une douleur familière dans ma poitrine, la pulsation sourde de la déception qui était devenue ma compagne constante chaque fois que j'étais avec mon fils. J'avais espéré que cette nuit serait différente, que l'ampleur de cette réussite me vaudrait enfin une once de respect sincère. Mais je me trompais. Je n'étais pas un père célébrant avec sa famille. J'étais un coffre-fort attendant d'être ouvert. Après que le plat principal fut débarrassé, Kevin se leva, son sourire s'élargissant. « Brenda, mon amour, dit-il en lui tendant la main. Il joue notre chanson. Veux-tu danser avec moi? » C'était un classique, une ballade lente d'une époque révolue. Une autre performance, un autre geste conçu pour me montrer à quel point ils formaient un couple heureux et aimant. Brenda accepta d'un signe de tête sage, et ils se dirigèrent vers la petite piste de danse près du piano à queue. Je les regardais bouger ensemble, leurs corps se balançant en parfaite harmonie. De loin, ils étaient l'image du bonheur. Mais je connaissais la vérité. J'avais remboursé les dettes de jeu de Kevin 3 fois. J'avais co-signé l'hypothèque de leur maison surdimensionnée. Leur vie parfaite n'était qu'une fragile illusion maintenue par mon argent. Je reportais mon attention sur ma boisson,
juste du jus de canneberge. Mon médecin avait été ferme après mon dernier bilan de santé. Votre cœur est fort, Jacques, mais il n'est pas invincible. Plus de whisky. Dorénavant, vous êtes un homme à jus de canneberge. C'était un petit sacrifice pour une vie plus longue. Je fis tourner le liquide rouge foncé dans mon verre, regardant les glaçons teintés contre les parois. Une vie que j'avais l'intention de savourer. C'est alors que je l'ai remarqué. Un homme en uniforme impeccable d'agent de sécurité s'approchait de ma table. Il était plus âgé, peut-être au début de la soixantaine, avec une posture droite comme une barre d'acier et des yeux qui ne manquaient rien. Il se déplaçait avec une détermination tranquille, son regard fixé sur moi. Il s'arrêta à côté de ma chaise, se penchant légèrement, comme pour partager un secret. « Monsieur Callahan, dit-il, sa voix un grondement bas et régulier. Elle était calme mais empreinte d'une urgence indéniable. « Je ne veux pas vous alarmer, monsieur. » Il marqua une pause, ses yeux se dirigeant vers la piste de danse puis revenant vers moi. Mais j'étais près du bar. « J'ai vu votre fils. » Quand il revenait à la table il y a quelques minutes, il pensait que personne ne regardait. « Je l'ai vu verser quelque chose d'une petite fiole dans votre jus. » Le monde s'arrêta. La musique du piano s'estompa. Le tintement des verres disparut. Tout ce que je pouvais entendre était le martèlement frénétique de mon propre cœur. Je fixai l'homme dont le badge indiquait Marcus. Son visage était un masque de préoccupation professionnelle, mais dans ses yeux, je vis une véritable inquiétude. Il disait la vérité. Je n'ai pas halté. Je n'ai pas crié. Des années de négociation de contrats difficiles et de gestion de crise m'avaient appris à contrôler mes réactions. Une vague de froid m'envahit, si glaçante que c'était comme de l'eau glacée dans mes veines. Je baissai les yeux sur le verre dans ma main. Le liquide rouge foncé, autrefois symbole de mes choix sains, ressemblait maintenant à une coupe de poison. Chaque nerf de mon corps me hurlait de le jeter contre le mur, de confronter mon fils, de faire une scène. Mais je ne fis rien de tout cela. Je regardai simplement Marcus, et une compréhension silencieuse passa entre nous. Je lui fis un seul hochement de tête, presque imperceptible. C'était toute la confirmation dont il avait besoin. Il se redressa, toucha légèrement le bord de sa casquette, et s'éloigna, disparaissant de nouveau dans les ombres du restaurant. Mon esprit s'emballa, reliant des points que j'avais refusé de voir pendant des années. L'impatience de Kevin, ses questions constantes sur mon testament, sa frustration quand je lui avais dit que je prévoyais de vivre encore 20 ans. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était quelque chose de bien plus sombre. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait que je disparaisse. Le garçon que j'avais élevé, l'enfant que j'avais aimé, venait d'essayer de m'assassiner pour son héritage. La pensée était si monstrueuse, si contre nature, que pendant une seconde, mon souffle se coupa dans ma gorge. Mais la logique froide et implacable était indéniable. Les 58 millions de dollars n'avaient pas été une célébration. Ils avaient été une condamnation à mort. Juste à ce moment, la chanson se termina. Je vis Kevin et Brenda revenir vers la table, leur visage rougi de rire. Ils avaient l'air si normaux, si heureux. Mon propre fils, marchant vers moi avec un sourire quelques minutes après avoir essayé de m'empoisonner. La froideur en moi se solidifia en autre chose, quelque chose de dur et de tranchant. C'était de la résolution. Alors qu'il s'asseyait, j'ai joué la meilleure performance de ma vie. Je me suis serré l'estomac, laissant échapper un léger gémissement. Kevin rit. Brenda, ton père est un très mauvais acteur. Je secouai la tête, forçant une expression de douleur sur mon visage. Non, ce n'est pas ça, articulai-je difficilement, ma voix délibérément faible. Mon estomac. Il vient de se contracter. Un vieux problème. Je pense que je dois rentrer à la maison. Le visage de Brenda se remplit d'une manifestation théâtrale d'inquiétude. Oh mon Dieu, Jacques, as-tu besoin d'un médecin? Laisse-nous te ramener à la maison. Non, non, dis-je en agitant la main d'un air dédaigneux. C'était la partie critique. Je ne pouvais pas les laisser s'approcher de moi. Ça va passer. J'ai juste besoin de m'allonger. J'ai déjà appelé un Uber. Il attend dehors. Kevin se leva, m'aidant à sortir de ma chaise. Sa main sur mon bras me brûlait comme un fer rouge. Tu es sûr, papa? Ça ne nous dérange pas. J'en suis sûr, dis-je fermement.
Je me stabilisai contre la table, et à ce moment, ma main frôla le grand verre de jus de canneberge. D'un mouvement qui parut entièrement accidentel, je le renversai. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme une mare de sang. Oh, quelle maladresse de ma part, marmonnai-je. Pendant qu'ils étaient distraits, appelant un serveur, j'attrapai la serviette en tissu épaisse qui avait absorbé la majeure partie du liquide renversé. Elle était lourde et humide dans ma main. Sous prétexte d'essuyer mon pantalon, je la pliai rapidement et l'enfonçai profondément dans la poche de mon manteau. C'était ma seule preuve de la terrible vérité. Je n'attendis pas qu'il dise un autre mot. Je me retournai et m'éloignai, marchant aussi vite que mes jambes tremblantes le permettaient. Je ne regardai pas en arrière. Je ne voulais pas voir le regard de satisfaction que je savais être en train de se dessiner sur leur visage. 15 minutes plus tard, j'étais à l'arrière d'une voiture silencieuse, les lumières de la ville se transformant en traînées de couleurs à travers la fenêtre. Ma main était toujours dans ma poche, serrant la serviette humide. L'odeur sucrée et écœurante de la canneberge emplissait l'air. Je ne ressentais pas encore de colère, ni même de tristesse. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, tout ce que je ressentais était une clarté profonde et glaçante. Le piège avait été tendu pour moi ce soir. Mais alors que je tenais la preuve dans ma main, je savais que c'était eux qui étaient déjà pris. Ce n'était pas la fin. C'était le début. L'Uber me déposa à quelques rues de ma maison, disparaissant dans le flot de la circulation nocturne. Je restai un moment sous la lueur orange d'un lampadaire, la serviette humide et pliée pesant lourdement dans la poche de mon manteau. Ma maison était juste au bout de la rue, ses lumières chaudes d'un phare familier dans l'obscurité. Mais je ne pouvais pas y aller. Pas encore. La maison était un lieu de souvenirs, rempli des fantômes d'une vie que je réalisais maintenant être un mensonge soigneusement construit. Les photos sur la cheminée, les vacances en famille, les anniversaires, tout cela semblait souillé, comme une belle peinture maintenant recouverte d'une fine pellicule de poison. Rentrer à la maison maintenant serait admettre la défaite, laisser le chagrin et le choc me submerger. Je ne pouvais pas me le permettre. Le chagrin était un luxe. Ce dont j'avais besoin, c'était de certitude. Je marchais à contre-courant de la ville, m'éloignant des rues résidentielles calmes pour me diriger vers les lumières dures et impersonnelles du centre-ville. La nuit était vivante d'une énergie différente ici. Des sirènes hurlaient au loin. Le bourdonnement de la ville était un drone constant et sans émotion. Cela correspondait parfaitement à mon humeur. J'avais besoin de stérilité. J'avais besoin de faits. J'avais besoin d'un endroit où la vérité se mesurait en partie par millions, et non en nuances d'amour et de trahison. Je connaissais un endroit, un laboratoire d'analyse privé niché dans un immeuble médical, qui annonçait un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les clients fortunés qui appréciaient la rapidité et la discrétion. Callahan Logistique avait autrefois un contrat avec eux pour les tests de dépistage de drogue des employés. Je franchis les portes vitrées automatiques pour entrer dans un hall silencieux et froid. L'air sentait l'antiseptique et l'ozone. Un jeune homme était assis derrière une épaisse vitre, son visage illuminé par la lueur d'un écran d'ordinateur. Il leva les yeux, son expression neutre. Je sortis la serviette humide de ma poche. Elle était scellée dans un sac en plastique que j'avais pris dans une poubelle de rue. Je la posai sur le comptoir dans le passe-document. J'ai besoin d'une analyse toxicologique complète sur ceci, dis-je, ma voix stable, ne trahissant aucun des troubles intérieurs. Je dois savoir tout ce qu'elle contient, organique et inorganique. Je veux que ce soit fait ce soir. L'argent n'est pas un problème. Le technicien, dont le badge indiquait Ben, hocha simplement la tête. Il fit glisser le passe-document, examina l'échantillon avec un détachement professionnel, et commença à taper sur son ordinateur. Un panel toxicologique de priorité 1 sera cher, monsieur. Faites-le, dis-je en sortant ma carte de crédit. Il passa la carte, fit glisser un formulaire vers moi, et désigna une ligne en bas. J'aurai besoin d'un numéro de contact ou d'un email pour envoyer les résultats cryptés quand ils seront prêts. Cela devrait prendre environ 3 à 4 heures. J'écrivis mon adresse email privée, repoussai le formulaire, et me tournai pour partir. Il y avait une petite salle d'attente stérile, mais je ne pouvais pas y rester assis. Je ne pouvais pas rester immobile. J'avais besoin de continuer à bouger. Je trouvai un petit restaurant ouvert toute la nuit à un pâté de maison de là, le genre d'endroit qui semblait figé dans le temps.
Je commandai un café noir que je n'avais aucune intention de boire et m'assis dans une banquette près de la fenêtre, observant la vie nocturne de la ville se dérouler. Mon esprit se mit à travailler, traitant la situation avec la même logique méthodique que j'utilisais pour bâtir mon entreprise. Mon premier instinct, l'instinct de tout citoyen, était d'appeler la police, de signaler le crime. Mais je rejetai immédiatement cette pensée. Un rapport de police créerait un dossier public. L'histoire fuiterait dans la presse. Je pouvais déjà voir les gros titres, le magnate de la logistique Jacques Callahan empoisonné par son propre fils. Mon nom, le nom de mon entreprise, mon héritage, tout cela serait à jamais lié à ce seul et sordide acte de trahison. La mémoire d'Alizia serait traînée dans la boue. Cela deviendrait un spectacle public, un festin pour les tabloïds et les chroniqueurs mondains. Non, ce n'était pas un crime qui pouvait être guéri par un procès public et une peine de prison. C'était un cancer profond et malin au sein de ma propre famille. Cela ne nécessitait pas les menottes d'un policier mais le scalpel d'un chirurgien, une excision privée, précise et radicale. Je repensai en arrière, cherchant les signes que j'avais dû manquer. Je revis Kevin enfant, un enfant qui pouvait mentir avec un visage placide et innocent. Je me souvins de lui accusant le gamin du voisin pour une fenêtre qu'il avait cassée, un mensonge auquel il s'était accroché même face à la vérité. Je me souvins de son adolescence, la série d'objets empruntés et non rendus, le mépris désinvolte pour la propriété ou les sentiments des autres. J'avais appelé ça de la négligence, de l'immaturité. J'avais trouvé des excuses pour lui, me disant qu'il en sortirait en grandissant. Alizia avait su mieux. Elle avait essayé de m'avertir. J'avais été un idiot. Un idiot aimant, plein d'espoir, mais finalement aveugle. La pensée la plus glaçante était la fiole. Marcus, l'agent de sécurité, avait été précis, une petite fiole. Cela signifiait que ce n'était pas un acte impulsif de colère. C'était prémédité. Mon fils, mon unique enfant, avait fait des recherches sur mes problèmes de santé. Il avait acquis une substance spécifique. Il avait apporté cette fiole au restaurant avec un but clair et unique. Il avait attendu le bon moment, un moment de distraction, pour transformer un dîner de célébration en une exécution. Il m'avait souri, porté un toast à ma santé, tout en sachant qu'il venait de verser ma condamnation à mort dans mon verre. La froideur absolue de l'acte, l'absence totale d'âme, voilà ce qui me terrifiait vraiment. Mon téléphone vibra sur la table. C'était un email. L'objet était une chaîne de chiffres stériles, un identifiant de dossier. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je pris une profonde inspiration, ouvris le fichier crypté, et commençai à lire. Le document était rempli de noms chimiques et de jargon technique, mais il y avait un résumé en haut, écrit en langage clair pour le client. Mes yeux parcoururent les mots. Substance détectée, tartrate de métoprolol. Concentration, 2500 mg par 100 ml. Je ne connaissais pas le nom, mais je continuais à lire. Le technicien avait ajouté une note clinique. Le métoprolol est un bêta-bloquant couramment prescrit pour les affections cardiovasculaires. La posologie thérapeutique standard est généralement de 25 à 100 mg. La concentration détectée est exponentiellement plus élevée. Pour un individu ayant une condition cardiaque préexistante, l'ingestion de cette dose induirait presque certainement un infarctus aigu du myocarde dans un délai d'1 à 2 heures, dont les symptômes seraient pratiquement impossibles à distinguer d'une crise cardiaque mortelle d'origine naturelle. Une crise cardiaque. C'est ainsi que cela aurait paru. Le fils endeuillé, la mort tragique mais pas entièrement inattendue d'un homme d'affaires vieillissant. C'était le meurtre parfait. Je fermai le téléphone. Le café devant moi avait refroidi. Une petite partie désespérée de moi s'était accrochée à l'espoir que tout cela n'était qu'une erreur, un malentendu, une terrible et élaborée farce. Mais cet espoir avait maintenant disparu, anéanti par la science froide et implacable à l'écran. Le document était un certificat de décès qui, heureusement, n'avait pas été nécessaire. Je regardais par la fenêtre du restaurant. Les premières lueurs de l'aube commençaient à adoucir les contours de la ville. Un nouveau jour commençait. Je ne ressentais ni colère, ni rage. Ces émotions étaient trop chaudes, trop chaotiques. Ce que je ressentais était un calme profond et glacial. Le genre de calme qui vient lorsque toute incertitude est balayée et que seule la vérité brutale et inévitable demeure. Mon fils avait essayé de me tuer, et maintenant je savais exactement ce que je devais faire. Le temps de pleurer le fils que j'avais perdu était terminé. Il était temps de s'occuper du monstre qu'il était devenu.
Je repris mon téléphone, mais je ne composais pas le 911. Je composais le numéro privé de mon avocate, Cynthia Walsh. Il était temps de rassembler mon armée. Je quittai le restaurant et marchai. Le ciel passait du noir d'encre profond de la nuit à un violet meurtri, le premier signe d'une aube dont je me sentais complètement déconnecté. La ville était encore majoritairement endormie, mais mon esprit était grand ouvert, bourdonnant d'une énergie froide et électrique. Chaque pas sur le trottoir était délibéré. Chaque respiration était mesurée. Le choc s'était consumé, laissant derrière lui un noyau de résolution pure et inflexible. Je savais qui je devais appeler. Il n'y avait qu'une seule personne en qui j'avais confiance pour naviguer dans la tempête qui s'annonçait. Je m'arrêtai à un coin de rue tranquille et composai son numéro privé de mémoire. Il sonna 2 fois. Une voix, claire et vive même à cette heure indue, répondit. Walsh. Cynthia, c'est Jacques. J'ai besoin de te voir. Maintenant. Il n'y eut aucune hésitation, aucune confusion ensommeillée dans sa voix, juste une acceptation immédiate. Mon bureau, dans 30 minutes. La ligne se coupa. Son bureau était au 40e étage d'une tour de verre et d'acier qui surplombait toute la ville. Quand j'arrivai, le bâtiment était silencieux, le hall principal vide à l'exception d'un unique agent de sécurité. Mais l'ascenseur privé menant à son étage fonctionna avec ma carte clé, exactement comme elle l'avait dit. Les portes s'ouvrirent non pas sur une réception, mais directement dans son bureau personnel. Elle était debout près de la baie vitrée, une silhouette se découpant sur l'horizon qui s'éclaircissait lentement, une tasse de café à moitié vide à la main. Cynthia Walsh approchait de la 50aine, avec le regard assuré de son père et un esprit qui se mouvait plus vite que quiconque que j'ai jamais connu. Son père, David, avait été mon meilleur ami, mon partenaire au début difficile de l'entreprise. Je connaissais Cynthia depuis qu'elle était une petite fille avec des couettes et un amour féroce pour l'argumentation. Je l'ai vue grandir, la voir réussir l'examen du barreau avec les honneurs, et quand David est décédé, elle a repris son rôle de conseillère juridique, de confidente, et la chose la plus proche que j'avais d'une fille. Elle faisait partie de la famille, une famille forgée par des décennies d'histoire partagée et de confiance absolue. Jacques, dit-elle en se détournant de la fenêtre. Ses yeux, vifs et analytiques, scrutèrent mon visage. Tu as l'air d'avoir traversé une guerre. La guerre ne fait que commencer, répondis-je. Je ne perdis pas de temps en politesse. Je m'assis dans l'un des fauteuils en cuir en face de son grand bureau en acajou, et je lui racontai tout. Je commençai par le dîner au restaurant, la conversation guindée, les faux sourires. Je relatai les mots de l'agent de sécurité, une histoire qui ne semblait pas moins insensée à raconter pour la 2e fois. Puis je fis glisser mon téléphone sur la surface polie du bureau, le rapport de laboratoire toujours ouvert à l'écran. Elle le prit, son expression se durcissant à la lecture des mots cliniques et brutaux. Elle reposa le téléphone doucement, ses jointures blanches. Elle me regarda, et dans ses yeux, je vis non seulement l'indignation d'une avocate mais la fureur personnelle d'un être cher. Ce fils de, murmura-t-elle, un sifflement bas et dangereux. Il l'a finalement fait. Il a finalement franchi la ligne. Elle se leva et commença à faire les 100 pas, un ressort d'énergie comprimée. D'accord, le premier appel est pour le procureur. Je le réveillerai moi-même. Nous aurons un mandat d'arrêt pour Kevin avant que le soleil ne soit complètement levé. Tentative de meurtre, avec préméditation. Avec ce rapport de laboratoire et le témoignage du gardien, c'est une affaire classée. Je levai une main. Non. Elle s'arrêta de marcher et me fixa. Non. Jacques, il a essayé de te tuer. Et que se passe-t-il ensuite, demandai-je, ma voix calme mais ferme. Des gros titres. Un procès public. Le nom qu'elle a entraîné dans la boue pendant des mois, peut-être des années. Tout ce que j'ai bâti, tout ce que Alicia et moi représentions, réduit à une sordide histoire de crime. Mon héritage devient mon fils, le meurtrier. Est-ce une victoire, Cynthia? Elle resta silencieuse un long moment, étudiant mon visage. Elle comprenait. Il ne s'agissait pas de ce qui était légal. Il s'agissait de ce qui était juste. Alors, que veux-tu, demanda-t-elle, sa voix s'adoucissant. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit d'une correction. Un ajustement permanent et irréversible de la réalité. La prison est trop facile. C'est une fin qu'il ne mérite pas. Je veux lui enlever la seule chose pour laquelle il était prêt à tuer. Je veux lui enlever l'argent, tout l'argent.
Je veux qu'il se réveille un jour et qu'il réalise que son monde entier, le monde qu'il était si sûr d'hériter, a disparu. Un sourire lent et dangereux effleura les lèvres de Cynthia. C'était le même sourire que son père arborait lorsqu'il était sur le point de déjouer un concurrent. « Je vois, dit-elle. Ce n'est pas une affaire criminelle. C'est une démolition. » « Très bien, Jacques. Si nous faisons cela, nous le faisons à ma manière. Nous avons besoin de plus que ce rapport de laboratoire. Nous avons besoin d'une image complète. Nous devons tout savoir sur eux. Chaque dollar qu'ils doivent, chaque ami qu'ils ont, chaque secret qu'ils gardent. Nous devons cartographier leur vie entière pour trouver les points précis où appliquer la pression. » Elle se dirigea vers son ordinateur portable, ses mouvements maintenant remplis d'une détermination féroce. « Je connais une agence. Des anciens du FBI et de l'IRS. Ils sont discrets comme des fantômes, et ils vivent pour ce genre de travail. Ils peuvent découvrir la marque de dentifrice que Brenda utilise à 3 états de distance. J'aurai une équipe sur eux dès le lever du soleil. Ils fouilleront chaque recoin de la vie de Kevin et Brenda. Nous aurons un bilan financier et personnel complet d'ici une semaine. » J'acquiesçai. Bien. Pendant qu'ils creusent, je jouerai mon rôle. Cynthia haussa un sourcil. Le rôle qu'ils s'attendent à ce que je joue, expliquai-je. Le père endeuillé, le vieil homme inconscient. Ils doivent croire que leur plan a presque fonctionné, que j'ai eu une petite alerte de santé et rien de plus. Pour qu'ils deviennent négligents, ils doivent se sentir en sécurité. Ils doivent croire que le prix est toujours à leur portée. Je lui parlais de l'appel téléphonique que j'attendais de Kevin et de l'idée que j'avais déjà plantée dans sa tête. J'ai mentionné que je mettais en place une grande fiducie familiale. Je vais leur laisser penser que c'est toujours mon principal objectif. Je vais faire miroiter l'héritage juste devant eux. Le sourire de Cynthia s'élargit. Laisser leur cupidité les rendre stupides. C'est une stratégie classique pour une raison. Ça marche toujours. Elle regarda une photo encadrée sur son étagère. C'était elle, une adolescente souriante, debout entre moi et son père sur un bateau de pêche. « Mon père disait toujours que tu étais un meilleur joueur de poker que lui, dit-elle doucement. Il m'a dit que tu savais toujours quand suivre, quand te coucher et quand faire tapis. » Je regardais la photo, un pincement au cœur me frappant. David aurait su quoi faire. Il disait aussi que tu étais plus intelligent que nous deux réunis. Il avait raison. Je me souviens quand j'avais environ 10 ans, se remémora Cynthia, ses yeux lointains pour une seconde. Toi et mon père étiez dans notre salon, étalant les plans du premier grand entrepôt sur le sol. Vous étiez si excités. Et je me souviens avoir vu Kevin. Il devait avoir environ 12 ans, assis dans un coin de la pièce. Il ne prêtait pas attention. Il était juste en train de casser méthodiquement les bras d'une de ses figurines, un par un, parce qu'il s'ennuyait. Nous laissâmes ce souvenir flotter dans l'air. Un petit et sombre présage du passé. Un avertissement que nous avions tous échoué à entendre. D'accord, dit Cynthia, sa voix revenant brusquement au présent. Le plan est établi. La première phase est la collecte de renseignements. La deuxième phase est le piège. Tu les gardes calmes et distraits. Laisse-moi m'occuper du reste. Alors qu'elle se retournait vers son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier, je me dirigeai vers la fenêtre. Le soleil était maintenant une ligne orange brillante à l'horizon. La ville en contrebas se réveillait, 1 million de lumières commençant à s'éteindre alors que la lumière du jour prenait le dessus. Je ne ressentais ni joie, ni satisfaction, seulement le poids sombre et lourd d'un objectif. Mon fils avait déclenché une guerre en versant ce poison dans mon verre. Mais ici, dans ce bureau, 40 étages au-dessus du monde endormi, son père et sa quasi-sœur construisaient la machine de sa défaite. Le soleil se levait sur le premier jour du reste de sa vie, et il n'avait aucune idée que c'était déjà fini. Je n'eus pas à attendre longtemps. Le lendemain matin, alors que j'étais assis dans mon bureau avec une tasse de café noir, mon téléphone vibra. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Kevin. Je le laissai sonner 4 fois, une hésitation délibérée pour masquer le fait que j'attendais cet appel avec une certitude absolue. Finalement, je décrochai, composant ma voix pour qu'elle paraisse un peu fatiguée, un peu frêle. « Allô » dis-je, ma voix juste un peu plus faible que d'habitude. « Papa. »« Oh, Dieu merci, tu réponds. » La voix de Kevin à l'autre bout du fil était une symphonie d'inquiétude fabriquée. C'était une performance magistrale, je devais l'admettre.
Il semblait essoufflé, frénétique. J'étais si inquiet. Brenda et moi, nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Nous avons continué à appeler, mais ça tombait sur la messagerie vocale. « Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu allé à l'hôpital ?» Je pouvais entendre le déluge de questions pour ce qu'elles étaient, non pas une enquête sur mon bien-être, mais une recherche désespérée d'informations. Il avait besoin de savoir si son plan avait échoué ou s'il avait été découvert. Il sondait pour déceler le moindre soupçon. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, le cuir usé craquant doucement, et me préparais à lui donner la réponse qu'il voulait si désespérément entendre. Doucement, mon fils. Je vais bien, dis-je avec un petit rire, comme pour écarter son inquiétude. Juste une petite frayeur, c'est tout. J'ai vu mon médecin ce matin. Je fis une pause, le laissant suspendu à mes mots. Il a dit que ce n'était rien de plus qu'une mauvaise indigestion. Toute cette nourriture riche, les sauces. Mon estomac n'est plus ce qu'il était. Le médecin a dit que ça peut parfois ressembler à la vraie chose. Beaucoup de pression dans la poitrine. Mais il a fait quelques tests. Mon cœur va très bien. Je pouvais presque sentir la vague de soulagement traverser le téléphone. Une expiration silencieuse. La tension dans sa voix se relâcha immédiatement. Il n'écoutait pas mes mots. Il écoutait l'absence de suspicion, et il l'avait trouvée. L'histoire était plausible. Elle était simple. Elle le rendait innocent. Une indigestion? Tu es sûr que ce n'était que ça, insista-t-il, une dernière vérification pour être certain. Tu es parti si vite. Tu avais l'air si pâle. Le médecin en est sûr, et moi aussi, dis-je, ajoutant une note de finalité à mon ton. Mon corps n'est plus la machine bien huilée qu'il était, Kevin. Je suppose que c'est juste quelque chose auquel je dois m'habituer. Je soupirai, un long son las que j'avais répété dans ma tête. C'était un soupir conçu pour ressembler à un homme contemplant sa propre mortalité. Un homme qui penserait bientôt à son héritage. C'était le moment, l'ouverture parfaite. Tu sais, mon fils, commençai-je, ma voix plus douce maintenant, plus réfléchie. Ce petit épisode de la nuit dernière, ça m'a vraiment fait réfléchir. On arrive à mon âge et on réalise que le temps n'est pas une garantie. Nous devons nous assurer que les choses sont en ordre. Que veux-tu dire, papa, demanda-t-il, un nouveau tranchant dans sa voix. La fausse inquiétude avait disparu, remplacée par une curiosité vive et ciblée. Je laissai passer quelques secondes de silence, comme si je rassemblais mes pensées. J'ai été au téléphone avec Cynthia Walsh ce matin, dis-je, laissant tomber son nom délibérément. La mention de mon avocate donnerait à mes prochains mots le poids de l'autorité légale. Nous avons discuté de ma succession. Cette vente, 58 millions de dollars. Ça change les choses. Ça complique les choses. D'accord. Oui, bien sûr, dit Kevin rapidement, sa voix maintenant dégoulinante d'anticipation. Et j'ai décidé, dis-je, lançant l'appât avec une précision parfaite et décontractée, que la meilleure façon de gérer cela est de créer une fiducie familiale importante. Une très grande. Je veux m'assurer que toi et Brenda soyez pris en charge correctement. Je veux garantir que cet argent soit une bénédiction pour notre famille pour les générations à venir, pas un fardeau. Cynthia est en train de rédiger les documents pendant que nous parlons. Silence. Pendant 5 secondes complètes, il y eut un silence absolu à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre les engrenages tourner dans sa tête. Je pouvais presque sentir la cupidité submerger toute autre pensée, toute autre peur. La tentative de meurtre ratée, la frayeur, l'anxiété persistante s'étaient toutes évaporées en un instant, remplacées par la promesse éblouissante et magnifique d'une fortune légalement contraignante et à toute épreuve. Une fiducie, bégaya-t-il finalement, sa voix épaisse d'une excitation à peine dissimulée. Papa, c'est incroyable. Tu n'as pas à faire ça. Nous allons bien. Sa protestation était si faible, si transparente, qu'elle en était presque risible. C'était le refus poli d'un homme à qui on venait de remettre les clés du royaume. Et voilà. L'hameçon était ferré. La ligne se tendit. Le poisson avait mordu à l'appât, au leurre, au plomb, à tout. N'importe quoi, dis-je chaleureusement, jouant le rôle du patriarche bienveillant. Tu es mon fils unique. Pour qui d'autre ferais-je cela? C'est mon héritage. Assurer ton avenir. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant.
Je ne sais pas quoi dire, dit-il. Et pour la première fois, je crois qu'il disait la vérité. Son esprit était si rempli de signes de dollars qu'il ne pouvait pas former une pensée cohérente. Il dépensait déjà l'argent. Il vivait déjà dans l'avenir pour lequel il avait été prêt à tuer, un avenir qu'il croyait maintenant lui être servi sur un plateau d'argent. Ne dis rien, dis-je, ma voix douce. Reste juste à proximité. Cynthia aura besoin que toi et Brenda veniez signer quelques documents préliminaires d'ici une semaine environ. Nous en reparlerons alors. Pour l'instant, j'ai besoin de me reposer. Ce vieil homme est plus fatigué qu'il ne le pensait. Bien sûr, papa. Repose-toi. Et merci. Vraiment, merci. Je raccrochai le téléphone et le posai doucement sur le bureau. Le silence du bureau revint en force. Je fixai l'écran sombre, mon reflet un faible fantôme sur sa surface. Je ne ressentis ni joie, ni triomphe, juste une satisfaction sombre et glaçante. La performance était un succès. J'avais utilisé sa propre cupidité monstrueuse comme une arme contre lui, et cela avait parfaitement fonctionné. Il était maintenant un participant volontaire, voire enthousiaste, à mon plan. Il se sentait en sécurité. Il se sentait victorieux. Il chercherait un stylo pour signer son nom, pas des ombres dans les coins. J'avais gagné du temps. Du temps pour que les enquêteurs de Cynthia creusent. Du temps pour que je construise le piège parfait et inéluctable. Le jeu se jouait maintenant selon mes termes, selon mes règles, et mon fils n'avait aucune idée qu'il avait déjà perdu. Une semaine passa. Ce fut la semaine la plus calme et la plus disciplinée de ma vie. Je menais mes journées avec un calme délibéré, presque méditatif. Je répondais aux appels de Kevin, qui venait quotidiennement, maintenant rempli d'une chaleur écœurante et sycophante. Il posait des questions sur ma santé, sur mon appétit, sur mes conversations avec Cynthia. Chaque question était une sonde douce, une vérification nerveuse pour s'assurer que la poule aux œufs d'or pondait toujours ses œufs. Je jouais mon rôle à la perfection, le père vieillissant, gratifié par l'afflux soudain d'affection de son fils, complètement inconscient du courant qui l'entraînait. Je lui disais que Cynthia travaillait sur les complexités, que ces choses prenaient du temps. Il était patient. Bien sûr qu'il l'était. Qu'est-ce qu'une semaine d'attente de plus quand on croit que 58 millions de dollars sont le prix à la fin? Pendant que je lui servais des assurances placides, les enquêteurs de Cynthia se déplaçaient comme des requins dans les eaux troubles de la vie de mon fils. Le 8e jour, un email arriva de Cynthia. L'objet était un seul mot, rapport. Le corps de l'email était vide, à l'exception d'une pièce jointe PDF fortement cryptée. Je l'ouvris, et le calme que j'avais si soigneusement cultivé fut remplacé par un œuf froid et dur de dégoût au fond de mon estomac. Le document n'était pas seulement un rapport financier. C'était le portrait d'une vie vécue dans un état de désespoir total et imprudent. Il commençait par un résumé qui me coupa le souffle. Dette non garantie totale, 750 000 dollars. C'était réparti sur un éventail vertigineux de cartes de crédit, une douzaine d'entre elles, chacune au maximum de sa limite. American Express Centurion, Visa Black, des cartes au nom qui promettaient exclusivité et prestige. Je parcourus les relevés détaillés. Il se lisait comme une vie de fantasme, hôtel 5 étoiles dans les Caraïbes, une virée shopping de 10 000 dollars dans une boutique à Milan, un seul dîner à New York qui coûtait plus que la première voiture que j'ai jamais possédée. C'était un style de vie fait de souhaits de champagne et de rêves de caviar, tout construit sur une base de plastique et de promesses non tenues. Mais ce n'était que le début. Je continuais à lire. Ils avaient une Porsche Cayenne en leasing pour elle et une BMW M5 pour lui, dont les mensualités étaient astronomiques. Ils avaient 3 mois de retard sur les deux. Les avis de saisie étaient déjà envoyés. Ils possédaient une vaste maison dans une communauté fermée, l'image même du succès suburbain. Une maison pour laquelle je leur avais donné la compte comme cadeau de mariage, croyant qu'ils y construiraient une vie, une famille. Je voyais maintenant qu'ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur la propriété il y a 2 ans, empruntant contre les fonds propres que je leur avais offerts. Ils l'avaient saignée à blanc. Ils étaient maintenant en retard de 90 jours sur les 2 hypothèques. La procédure de saisie était sur le point de commencer. C'était pire encore. Les enquêteurs avaient découvert une série de prêts personnels à taux d'intérêt élevés. Ce n'étaient pas des banques. C'étaient des prêteurs privés, le genre de personnes qui n'envoient pas de lettres polies quand vous manquez un paiement. Le total s'élevait à un autre demi-million de dollars. C'étaient des prêts contractés pour rembourser d'autres prêts,
un jonglage frénétique et désespéré pour empêcher toute l'illusion de s'effondrer. Il se noyait. Le grand total, lorsque tous les chiffres furent additionnés, était stupéfiant. Kevin et Brenda, mon fils brillant et sa charmante épouse, avaient plus de 2 millions de dollars de dettes. Ils ne vivaient pas seulement au-dessus de leurs moyens. Ils vivaient dans une réalité financière complètement différente, un monde fantastique soutenu par des mensonges et endettés jusqu'au cou. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, les chiffres nageant devant mes yeux, et soudain la tentative de meurtre, la fiole de poison, le plan de sang-froid, tout cela prit une nouvelle et terrifiante perspective. J'avais pensé que c'était une question de cupidité, simple, laide, cupidité impatiente. Je les avais imaginés voulant accélérer leur héritage pour financer une vie de luxe encore plus grande. Mais je me trompais. Il ne s'agissait pas de financer un rêve futur. Il s'agissait d'échapper à un cauchemar présent. Les 58 millions de dollars n'étaient pas un bonus. Ce n'était pas un jackpot. C'était une bouée de sauvetage. C'était la seule chose qui pouvait les sauver de l'effondrement catastrophique de leur monde entier. La saisie, les reprises de possession, les prêteurs dangereux réclamant leurs dettes, tout cela était sur le point de s'abattre sur eux. Ils n'étaient pas seulement désespérés pour mon argent. Ils étaient terrifiés. C'étaient des animaux acculés, et un animal acculé fera n'importe quoi pour survivre. La prise de conscience s'installa en moi, froide et lourde comme une pierre tombale. Ce n'était pas un crime passionnel ou un simple acte d'avarice. C'était une décision commerciale, une évaluation des risques froide et calculée. Dans leur esprit, la récompense potentielle, effacer 2 millions de dollars de dettes et accéder à des millions de plus, l'emportait de loin sur le risque de se faire prendre. Ma vie avait été réduite à un chiffre sur un bilan comptable, et ils avaient décidé qu'il était temps de l'encaisser. Je regardais à nouveau le rapport, les noms des restaurants, les marques de créateurs, les lieux exotiques. C'était une vie creuse, vide, une performance pour un public qui n'existait pas. Ils avaient construit un magnifique château de cartes au bord d'une falaise, et le vent commençait à souffler. Ils avaient tout misé sur la croyance que je mourrais bientôt, que ce soit de la main de la nature ou de la leur. Un nouveau type de colère commença à bouillonner en moi. C'était différent du choc et de la trahison initiaux. C'était une fureur froide et précise. Mon fils n'avait pas seulement essayé de tuer son père. Il avait pris chaque cadeau, chaque opportunité, chaque acte d'amour que je lui avais jamais donné, et il l'avait transformé en une arme à utiliser contre moi. Il avait utilisé ma générosité pour financer le style de vie même qui menaçait maintenant de le détruire. Et il avait décidé que ma mort était le prix de son salut. Je fermai le dossier. La première pièce du puzzle était en place. Je comprenais maintenant leur mobile, pas seulement avec mon cœur, mais avec la logique froide et implacable d'un bilan comptable. Et c'était bien plus laid que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je transférai l'email à Cynthia avec une simple note, les fondations sont pourries. Continue de creuser. Si le premier rapport des enquêteurs était un coup de poing dans le ventre, le second, qui arriva 4 jours plus tard, fut un poignard dans le cœur. J'avais passé ces jours dans un état de fureur froide, traitant l'ampleur du désespoir financier de mon fils. Je pensais avoir compris le mobile. Je pensais avoir vu le fond. Mais je me trompais. Il y avait des niveaux de trahison plus profonds et plus sombres que je n'avais pas encore imaginés. L'email de Cynthia était à nouveau marqué d'un seul mot, mise à jour. J'ouvris le fichier joint, et cette fois ce n'était pas une feuille de calcul de dette et de retard de paiement. C'était une collection de notes de terrain, de résumés d'entretien et de transcriptions de fichiers audio de l'équipe d'enquête. Ils avaient examiné les activités récentes de Kevin et Brenda, essayant de comprendre comment ils prévoyaient d'utiliser l'argent qu'ils étaient si sûrs de recevoir. Mes yeux tombèrent sur les noms de plusieurs galeries d'art haut de gamme à New York, Boston et Chicago. Je ressentis un nœud de confusion. Qu'est-ce que tout cela avait à voir avec eux? Puis je vis le nom du premier contact, Brenda Callahan. Je commençai à lire la transcription d'un appel téléphonique, enregistré légalement par un enquêteur se faisant passer pour un assistant de galerie. La voix de Brenda, telle que décrite dans les notes, était douce, cultivée et remplie d'une sobriété soigneusement répétée. Oui, mon nom est Brenda Callahan, disait la transcription. Mon beau-père est Jacques Callahan. Vous connaissez peut-être son entreprise, Callahan Logistique. Elle faisait une pause, laissant le nom et la richesse implicite s'installer. Malheureusement, la santé de Jacques s'est détériorée. Il est en fin de vie, je le crains, et nous essayons de mettre ses affaires en ordre. C'est un moment difficile pour la famille.
Mes mains commencèrent à trembler. En fin de vie. Elle parlait de moi comme si j'étais déjà un fantôme. La transcription continuait. Ma défunte belle-mère, Alicia, était une collectionneuse d'art passionnée. Elle a laissé une petite mais significative collection de peintures américaines d'après-guerre. Mon beau-père m'a chargé de m'occuper de la cession de la collection. Il veut que cela se fasse discrètement, une vente privée à un collectionneur averti. Il préférerait éviter la publicité et les frais d'une grande maison de vente aux enchères. Il veut s'assurer que son héritage trouve un bon foyer. Je dus arrêter de lire. Je reculai ma chaise du bureau et me dirigeai vers le mur de mon bureau. Accroché là se trouvait le premier tableau qu'Alicia et moi avions acheté ensemble. C'était un petit paysage d'un jeune artiste inconnu que nous avions rencontré à une foire de rue. Nous n'avions pas l'argent pour cela, pas vraiment. Nous l'avons payé en 5 versements. Je me souviens du jour où nous l'avons ramené à notre minuscule appartement. Le visage d'Alicia était illuminé d'une joie si pure que c'en était presque douloureux à regarder. Elle l'accrocha au mur et dit, « Voilà. C'est notre fenêtre sur le monde que nous allons construire, Jacques. » Mon regard dériva vers un autre tableau, une grande toile abstraite et chaotique de bleu vibrant et d'orange flamboyant. Elle l'avait acheté la semaine où elle avait été déclarée guérie du cancer après sa première longue et brutale bataille contre la maladie. « Voilà ce que l'on ressent quand on guérit, » m'avait-elle dit, sa main dans la mienne. Un désordre magnifique, terrifiant et merveilleux. Chaque tableau sur mes murs était un chapitre de notre vie ensemble. La collection n'était pas un investissement. Ce n'était pas un actif. C'était l'âme d'Alicia, rendue en huile et en acrylique. Elle ne collectionnait pas seulement de l'art. Elle collectionnait des sentiments, des moments, des triomphes et des chagrins. Son esprit vivait dans les coups de pinceau, dans les couleurs, dans le tissu même des toiles. Je retournai au bureau et me forçai à continuer de lire. Le rapport détaillait comment Brenda avait envoyé des photographies haute résolution des tableaux aux galeries, des photographies prises subrepticement avec son téléphone lors des visites qu'elle avait faites chez moi au cours des derniers mois. Ces visites où elle m'apportait de la soupe, arrangeait mes oreillers et s'enquérait de ma santé avec cette même fausse et écœurante sollicitude. Pendant tout ce temps, elle ne prenait pas des nouvelles d'un membre de sa famille. Elle faisait du repérage. Elle faisait l'inventaire de l'âme de ma femme, se préparant à la vendre au plus offrant. Les enquêteurs avaient visité l'une des galeries en personne. Le propriétaire de la galerie se souvenait de sa conversation avec Brenda. Elle a dit que son beau-père déclinait rapidement, citait le rapport. Elle a affirmé qu'elle était l'unique héritière de la collection et voulait établir une valeur de base pour la succession. Elle a été très claire sur le fait que tout devait rester strictement confidentiel jusqu'à, comme elle l'a dit, que l'inévitable se produise. L'inévitable. Ma mort. Je fermai les yeux. Je les vis, Kevin et Brenda, se promenant dans ma maison, leurs yeux parcourant les murs, ne voyant pas les souvenirs, ne voyant pas l'amour, ne voyant pas Alicia. Ils ne voyaient que des étiquettes de prix. Ils regardaient une vie de passion et y voyaient un moyen rapide de rembourser leur carte de crédit. Ils regardaient l'héritage de ma femme et y voyaient un acompte pour une nouvelle Porsche. La tentative sur ma vie concernait l'argent. Mon argent. C'était une trahison que je commençais à comprendre sur un plan logique. Mais cela semblait différent. C'était une profanation. C'était un acte d'anéantissement. Ils n'essayaient pas seulement de me tuer. Ils essayaient d'annihiler la mémoire de ma femme, de liquider son esprit pour de l'argent. Et Kevin, mon fils, il était resté là et avait laissé faire. Il avait laissé sa femme, ce vautour en vêtements de marque, tourner autour de l'héritage de sa propre mère. Il était complice de chaque mensonge, de chaque insinuation chuchotée sur ma santé défaillante. C'était une trahison si profonde, si monstrueuse, qu'elle éclipsait tout le reste. Il ne volait pas seulement son père. Il pillait la tombe de sa propre mère. La colère froide et analytique que j'avais ressentie à propos de leur dette était maintenant consumée par une fureur blanche et juste. Ce n'était plus un jeu d'échecs stratégique. C'était une guerre sainte. Les 58 millions de dollars n'étaient que de l'argent. C'était du papier. Mais la collection d'Alicia, c'était sacré, et ils avaient osé la profaner. Je regardais le dernier tableau qu'elle ait jamais acheté, un paysage marin serein, presque éthéré, qui était accroché en face de mon bureau. Elle pouvait s'asseoir et le regarder pendant des heures. « C'est si paisible, Jacques, disait-elle. On a l'impression de rentrer à la maison. » Ma résolution se durcit pour devenir quelque chose de semblable à de l'acier trempé.
L'homme qui s'était assis dans le restaurant, le père qui avait pleuré son fils perdu, avait disparu. La partie de moi qui avait espéré une explication, une once de rédemption pour Kevin, mourut à cet instant. On ne peut pas racheter une âme qui a déjà été vendue. Je pris le téléphone et appelai Cynthia. Elle répondit à la première sonnerie. J'ai reçu le rapport, dis-je. Ma voix était différente maintenant. Toute la faiblesse, toute la fragilité feinte, avait disparu. C'était la voix de l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien. La voix que je n'avais pas utilisée depuis des années. Jacques, je suis tellement désolé, commença-t-elle. Ne le sois pas, la coupai-je. Sois prête. J'ai fini de recueillir des renseignements. J'ai fini de jouer. Je ne veux plus seulement les corriger, Cynthia. Je veux construire un mur de conséquences si haut et si épais qu'ils ne verront plus jamais la lumière du jour. Je veux les effacer. Je pensais que la colère que je ressentais face à la trahison de la mémoire d'Alicia était l'étape finale. Je croyais que ma résolution avait déjà été forgée dans sa forme définitive. Je me trompais. Il y avait un dernier rapport à venir de l'équipe de Cynthia, et il changerait la nature de ma colère, la transformant d'un feu déchaîné en un bloc de glace solide. Il arriva le lendemain. L'objet était simple, rapport final. J'ouvris le document, et la première page était un scan de haute qualité d'un formulaire juridique. C'était une procuration médicale, un document accordant une autorité pleine et entière à un certain Kevin Callahan pour accéder à tous les dossiers médicaux et prendre des décisions de santé critiques au nom de son père, Jacques Callahan. Ma signature était en bas, une volute familière et assurée. Sauf que ce n'était pas ma signature. J'ai signé mon nom sur des centaines de milliers de documents au cours de ma vie, des contrats de plusieurs millions de dollars à de simples cartes d'anniversaire. Je connais chacune de ces courbes, chaque angle, chaque subtile imperfection. La signature sur ce document était une falsification magistrale. C'était une imitation presque parfaite, assez proche pour tromper n'importe quel employé ou administrateur d'hôpital qui ne chercherait pas un mensonge. Mais c'était un mensonge. Je n'avais jamais signé un tel document. Je n'avais jamais, même dans mes pires cauchemars, envisagé de donner à mon fils un tel pouvoir sur ma vie. Les notes de l'enquêteur sous l'image étaient brèves et glaçantes. Le document avait été déposé au service des archives de mon hôpital principal il y a 3 mois. 3 mois. Ce n'était pas une impulsion récente et désespérée. C'était un plan à long terme, mis en place bien avant que la vente de l'entreprise ne soit finalisée. Il préparait le terrain depuis des mois. Alors que je faisais défiler la page suivante, la véritable horreur de son plan commença à se dévoiler. Les enquêteurs avaient obtenu par subpénal les journaux d'accès de l'hôpital. Le rapport détaillait chaque dossier que Kevin avait demandé et reçu en utilisant ce document falsifié, mon historique cardiaque complet, les résultats complets de mon dernier test d'effort, une liste détaillée de mes prescriptions, y compris leur dosage et effets secondaires connus, mes allergies documentées. Il avait obtenu un plan opérationnel complet des faiblesses spécifiques de mon corps. Mais les enquêteurs ne s'étaient pas arrêtés là. Ils avaient suivi les miettes de pain numériques. La dernière section du rapport détaillait l'historique de recherche sur Internet d'une série de téléphones prépayés anonymes et d'ordinateurs de bibliothèque publique, tous remontant à mon fils. Les termes de recherche étaient présentés dans une simple liste à puces, une chronologie d'un meurtre en cours de planification. Comment obtenir les dossiers médicaux d'un parent? Médicaments provoquant une crise cardiaque rapide. Bêta-bloquant sans goût en vente libre. Dosage létal métoprolol pour homme de 90 kg avec antécédent cardiaque. Comment simuler une mort naturelle? Une autopsie montrera-t-elle une surdose de métoprolol? Je lus la liste 2 fois, puis une 3e fois. Les mots flottaient simplement sur la page, bruts et indéniables. C'était la preuve irréfutable. C'était la dernière pièce manquante du puzzle. Cela reliait tout. Le document falsifié était la façon dont il avait obtenu les connaissances. Les recherches sur Internet montraient son intention. Et le rapport de laboratoire du restaurant était la preuve de son exécution. Je me penchai en arrière, et pour la première fois, la portée complète et monstrueuse de ses actions devint claire. Ce n'était pas seulement un fils essayant de tuer son père pour de l'argent. C'était un stratège exécutant un plan méticuleusement recherché. Il avait étudié mes dossiers médicaux comme un général étudie une carte du territoire ennemi, cherchant le point précis de faiblesse pour lancer son attaque. Il avait abordé mon meurtre avec la précision détachée et clinique d'un scientifique résolvant une équation.
Ma vie était une variable qu'il devait éliminer. L'intimité de l'acte fut ce qui me brisa. Il avait pris les informations les plus privées sur mon existence, les données mêmes que les médecins utilisaient pour me maintenir en vie, et il les avait transformées en armes contre moi. C'était la perversion ultime du lien entre un parent et un enfant. Un fils est censé être un protecteur, un gardien dans la vieillesse. Mon fils s'était fait mon assassin. À cet instant, tout sentiment persistant que j'avais pour lui, tout fantôme du garçon qu'il avait été, se transforma en cendre et s'envola. L'homme qui avait fait cela n'était pas mon fils. C'était un étranger, un prédateur froid et calculateur qui me regardait et ne voyait pas un père mais un obstacle. Le lien émotionnel, le cordon qui m'avait lié à lui pendant 40 ans, fut finalement et irrévocablement rompu. La colère avait disparu maintenant, remplacée par quelque chose de bien plus froid et de bien plus dangereux, une certitude profonde et vide. Il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait que la fin du jeu. Le temps de l'enquête était terminé. Le moment d'agir était arrivé. Je pris mon téléphone. Je n'avais pas besoin de chercher le numéro de Cynthia. Je le composai. Elle répondit immédiatement. « L'as-tu vu » demanda-t-elle, sa voix tendue de rage. « Je l'ai vu » répondis-je. Ma propre voix était calme, stable et dénuée de toute émotion. C'était la voix que j'utilisais lorsque j'étais sur le point de conclure un marché, la voix que j'utilisais lorsque j'étais sur le point de gagner. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le tableau est complet. Que veux-tu faire, Jacques ? Il est temps de fixer la réunion, dis-je. Réserve la salle de conférence principale pour mardi prochain. Dis-leur que c'est la signature officielle de la fiducie familiale Callahan. Dis-leur de venir préparer à célébrer. Je fis une pause, regardant par la fenêtre le ciel bleu clair. C'est l'heure de la lecture du testament, pour ainsi dire. Sauf que la seule chose que je prévois de donner à mon fils, c'est la vérité. Chaque dernier morceau accablant. Le jour de la réunion arriva sous un ciel couleur ardoise. Je me tenais près de la fenêtre dans la salle de conférence du 40e étage de Cynthia, regardant la ville en contrebas. Les voitures étaient comme de minuscules insectes métalliques, chacun se déplaçant avec un but, complètement inconscient de l'événement silencieux et bouleversant sur le point de se produire bien au-dessus d'eux. La pièce elle-même était conçue pour le pouvoir. Une longue table en acajou sombre, polie jusqu'à obtenir un éclat miroir, reflétait la lumière grise de l'extérieur. 12 chaises en cuir à haut dossier se tenaient comme des sentinelles silencieuses et imposantes. Ce n'était pas un lieu pour des discussions familiales. C'était un lieu où les fortunes se faisaient et les avenirs se brisaient. Cynthia et moi étions là depuis 1 heure, nous préparant. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Chaque étape avait été chorégraphiée, chaque document vérifié 3 fois. Sur la table, devant sa chaise, se trouvait une pile nette de 5 épais dossiers bleus. Pour n'importe qui d'autre, ils auraient ressemblé à des documents juridiques standards. Pour nous, c'était un arsenal. Elle les ajusta légèrement, alignant leurs bords avec une précision parfaite. C'était le geste calme et méthodique d'un chirurgien disposant ses instruments avant la première incision. À 10 heures précises, la porte s'ouvrit. Kevin et Brenda entrèrent, et ils apportèrent avec eux une vague d'énergie triomphante qui semblait étrangère dans la pièce solennelle et silencieuse. Ils étaient habillés pour l'occasion. Kevin portait un costume sur mesure que je n'avais jamais vu auparavant, et Brenda était dans une robe lumineuse et d'apparence coûteuse, une touche de couleur vive contrastant avec les tons sourds de la pièce. Il rayonnait, dégageant une sorte de bonheur maniaque et étourdi qui vient d'une victoire longtemps attendue. « Papa » tonna Kevin, son sourire si large qu'il en paraissait douloureux. Il s'avança et m'enlaça. C'était la première fois qu'il initiait une étreinte en 20 ans. Je restais parfaitement immobile, les bras le long du corps, endurant le contact. C'était comme être embrassé par un étranger, son contact une violation qui me donnait la chair de poule. Il sentait le parfum cher et la cupidité. Brenda était juste derrière lui, déposant un baiser sur ma joue. « Jacques, tu as l'air merveilleux » gazouilla-t-elle, les yeux pétillants. « Tu vois, nous t'avions dit qu'un peu de repos était tout ce dont tu avais besoin. » Son regard passa rapidement au-delà de moi, se fixant sur la pile de dossiers sur la table. Une lueur d'avarice pure et sans phare. Elle fut là et disparut en 1 seconde, mais je l'ai vue. Ils saluèrent Cynthia d'un air désinvolte, presque méprisant. « Cynthia, ravi de te voir » dit Kevin, se déplaçant déjà pour s'asseoir. Pour eux, elle n'était que l'employée,
la fonctionnaire juridique traitant leur manne. Ils n'avaient aucune idée qu'ils regardaient l'architecte de leur ruine. Ils s'assirent de l'autre côté de la table, une image parfaite d'un couple heureux sur le point de devenir fabuleusement riche. Ils se tenaient la main, leurs doigts entrelacés. Brenda ne pouvait s'empêcher de sourire, ses yeux passant continuellement de mon visage au dossier bleu. Kevin se pencha en arrière dans sa chaise, affectant un air de commandement désinvolte, comme si cette pièce, cette table, cette fortune lui appartenait déjà. Alors, dit-il en se frottant les mains. Le grand jour. La signature de la fiducie familiale Callahan. Ça sonne bien, n'est-ce pas, chérie? Ça sonne comme un héritage, répondit Brenda, sa voix douce et révérencieuse. Je les observais, un scientifique observant un spécimen au microscope. J'étudiais leurs expressions, leur langage corporel, la façon dont leurs yeux s'illuminaient quand ils parlaient de l'avenir, un avenir construit sur ma mort, un avenir qui n'adviendrait jamais. Une étrange sorte de calme s'installa en moi. Je ressentis un détachement profond, presque extracorporel. Je mémorisais ce moment, cette dernière scène fugace de leur ignorance bienheureuse. C'était la dernière fois que je les verrais jamais sourire. Cynthia, toujours professionnelle, leur offrit du café ou de l'eau. Ils acceptèrent tous les deux de l'eau, leur excitation les rendant assoiffés. Pendant que l'assistant versait, Kevin parlait déjà de projets. Nous pensions à un voyage dans les îles grecques pour célébrer, dit-il en me regardant. Tu devrais venir, papa. Tu mérites de vraies vacances. C'est attentionné de ta part, mon fils, dis-je, ma voix égale. La pièce devint silencieuse lorsque l'assistant partit, la lourde porte se refermant derrière lui avec un air de finalité. Le son sembla résonner dans l'espace calme. C'était le son d'une serrure qui se tourne, le son du piège qui se referme. Cynthia s'assit, sa posture parfaite, son expression indéchiffrable. Elle posa ses mains à plat sur la table, encadrant la pile de dossiers. Elle regarda directement Kevin, puis Brenda, son regard les retenant pendant un long et inconfortable moment. L'énergie étourdie dans la pièce commença à tourner, remplacée par le premier léger soupçon de malaise. Merci à vous deux d'être venus, commença-t-elle, sa voix nette et claire, coupant le silence. Avant de procéder à toute signature, il y a quelques points préliminaires à l'ordre du jour que nous devons aborder. Son ton était purement professionnel, mais le regard dans ses yeux était tout autre. C'était le regard d'un prédateur qui sait que la chasse est déjà terminée. Le sourire de Kevin vacilla, juste une seconde. La main de Brenda se resserra sur la sienne. L'air devint épais, lourd de vérités non dites. La performance était terminée. L'exécution allait commencer. Cynthia laissa le silence dans la pièce s'étirer un long moment. Elle croisa les mains sur la table, son expression aussi calme et indéchiffrable qu'une statue de marbre. Kevin et Brenda s'agitèrent, leur sourire triomphant commençant à ressembler à des masques fragiles. Merci à vous deux d'être venus, dit-elle à nouveau, sa voix coupant nettement la tension. Comme je l'ai dit, il y a quelques points préliminaires à aborder avant toute signature. Elle attrapa le premier dossier de la pile. Le léger bruit de son ouverture était anormalement fort dans la pièce silencieuse. Elle fit glisser un seul document sur la table polie vers eux. C'était le rapport de laboratoire. Premier point, déclara Cynthia, sa voix dénuée d'émotion. Ceci est un rapport toxicologique d'un laboratoire privé certifié, effectué sur un échantillon prélevé sur la table de votre père au restaurant Grandview il y a 2 semaines. Les yeux de Kevin se posèrent sur le papier. Son visage se figea. Cynthia n'eut pas besoin de le laisser lire. Elle connaissait déjà le contenu par cœur. Il détaille une concentration de tartrate de métoprolol environ 25 fois supérieure à la dose thérapeutique standard. Un dosage que le laboratoire note serait, et je cite, pratiquement certain d'induire un infarctus du myocarde mortel chez un patient ayant les antécédents cardiaques connus de M. Callahan. Brenda fixa le papier, puis son mari, la confusion luttant avec une horreur naissante sur son visage. Kevin ne la regarda pas. Il ne le pouvait pas. Il fixait simplement les mots accablants en noir et blanc. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, Cynthia avait déjà ouvert le deuxième dossier. Deuxième point, annonça-t-elle en faisant glisser un épais relevé financier sur la table pour qu'il atterrisse à côté du premier. Ceci est un bilan complet de votre situation financière actuelle, un résumé consolidé de tous vos actifs et passifs. Elle fit une pause, les laissant absorber la page de titre. Il détaille 2 hypothèques en souffrance, plusieurs saisies de véhicules en attente,
et une dette non garantie combinée de 2 340 000 $. Il note également que les procédures de saisie de votre maison devaient commencer le mois prochain. La couleur quitta le visage de Brenda. Le dernier éclat de sa joie s'éteignit, remplacé par une pâleur pâteuse et maladive. Sa main, qui reposait sur celle de Kevin, se retira comme si elle s'était brûlée. Le fantasme s'était évaporé. La laide réalité était maintenant posée sur la table entre eux. Je ne comprends pas, balbutia Brenda en me regardant. Qu'est-ce que c'est? Cynthia l'ignora. Elle ouvrait déjà le 3e dossier. 3e point. Ceci est une transcription d'un appel téléphonique passé par vous, Madame Callahan, à la galerie d'art Holloway à New York. Les yeux de Cynthia, froids et vifs comme des éclats de glace, se fixèrent sur ceux de Brenda. Elle lut la page d'un ton monocorde. Mon beau-père, Jacques Callahan. Sa santé s'est détériorée. Il est en fin de vie, je le crains. Il m'a chargé de m'occuper discrètement de la cession de la collection. Kevin regarda enfin sa femme, son expression un mélange d'incrédulité et d'accusation. Il était au courant de la dette, mais je pouvais voir que c'était nouveau pour lui. C'était sa propre trahison privée. Et enfin, dit Cynthia, sa voix baissant, 4e point. Elle ouvrit le dernier dossier et fit glisser son contenu sur la pile croissante de preuves. Une copie d'une procuration médicale falsifiée, déposée à l'hôpital général de Northwood il y a 3 mois, et un journal correspondant des recherches internet effectuées à partir de téléphones prépayés anonymes pour des phrases incluant « mais sans illimité », dosage létal métoprolol et « comment simuler une mort naturelle ». C'était tout. La pièce finale. La pièce était absolument silencieuse. Il n'y avait ni souffle, ni mouvement. C'était le silence d'une tombe. Kevin et Brenda n'étaient plus des personnes. C'étaient des statues de terreur, leurs visages figés dans des expressions d'horreur pure et abjecte. Le bel avenir qu'ils célébraient quelques minutes auparavant avait été systématiquement et brutalement démantelé sous leurs yeux. Brenda retrouva sa voix la première, un faible murmure tremblant. C'est une erreur. Nous n'avons pas. Je n'ai pas. C'est alors que je parlais. Ma voix n'était pas en colère. Elle n'était pas forte. Elle était remplie d'une lassitude si profonde qu'elle semblait aspirer tout l'air de la pièce. Je regardais directement mon fils. Il n'y aura pas de fiducie familiale, Kevin. La finalité de mes paroles les frappa comme un coup physique. La dernière lueur désespérée d'espoir dans leurs yeux mourut. Cynthia comprit le signal. Votre père a raison, dit-elle, son ton professionnel revenant. Il n'y a pas de fiducie à signer, car la disposition des 58 millions de dollars a déjà été finalisée. Elle laissa cette déclaration flotter dans l'air un instant. La totalité de la somme a été transférée dans une nouvelle fiducie caritative irrévocable. Elle s'appelle la Fondation Alicia Callahan. Je regardais leur visage tandis que Cynthia continuait, tournant le couteau dans la plaie avec une précision froide et légale. La charte de la Fondation est de fournir des subventions à de jeunes artistes émergents et de financer des sanctuaires pour animaux et des efforts de préservation de la faune, les 2 causes qui tenaient le plus à cœur à votre mère dans ce monde. Elle regarda de l'un à l'autre. Les documents ont été signés et légalement enregistrés la semaine dernière. La Fondation est déjà opérationnelle. Vous n'avez aucun accès. Vous n'avez aucun contrôle. Vous ne verrez pas un seul centime. L'effondrement fut total. Brenda laissa échapper un son, un demi-sanglot, un demi-halètement. Kevin restait assis là, brisé, son monde démoli. Et puis je leur exposai leur avenir. Vous avez 2 choix, dis-je, ma voix aussi calme et stable que la main d'un chirurgien. Ce sont les 2 seuls choix qu'il vous reste dans ce monde. Alors, je vous suggère d'écouter attentivement. Première option, nous mettons fin à cette réunion maintenant. Cynthia appellera le procureur, avec qui elle entretient une relation de travail très étroite. Toute cette collection de preuves sera sur son bureau dans l'heure. Vous serez arrêté et accusé de complot, de fraude et de tentative de meurtre. Les preuves sont accablantes. Vous serez tous les 2 condamnés. Vous passerez des décennies en prison. Vos vies telles que vous les connaissez seront terminées. Je l'ai laissé imaginer. Les menottes, le procès, la cellule. Ou, continuez-je, il y a la 2e option. Cynthia fit glisser un seul et épais document sur la table, suivi d'un stylo. Vous signez ceci. C'est un accord juridiquement contraignant et irrévocable.
Dans celui-ci, vous renoncerez à toute réclamation future sur ma succession ou celle de votre mère. Vous céderez l'acte de propriété de votre maison, dont les hypothèques ont été entièrement payées par une société holding et dont le titre est maintenant contrôlé par la fondation, à la fondation Alicia Callahan. Vous ferez chacun une seule valise, et vous sortirez de ce bureau et de ma vie pour toujours. Vous ne me contacterez plus jamais, ni personne qui m'est associé. En retour, terminez-je, je ne porterai pas plainte. Ces preuves, dis-je en désignant la pile sur la table, seront placées dans un coffre-fort sécurisé, détenu en fidéicommis par ce cabinet. Si vous violez les termes de cet accord de quelque manière que ce soit, elles seront immédiatement remises aux autorités. Vous aurez votre liberté, mais vous n'aurez rien d'autre. Vous repartirez de zéro avec rien d'autre que les vêtements que vous portez. Je me penchai en arrière dans ma chaise. Cynthia et moi ne dîmes rien de plus. Le choix leur appartenait. La ruine ou la prison. L'effacement ou l'extinction. Le stylo était posé sur la table entre eux, attendant. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le choix était entre une vie en ruine et pas de vie du tout. Je regardai la main de mon fils, tremblant légèrement, attraper le stylo. Il ne lut pas le document. Il signa simplement son nom sur la ligne indiquée par Cynthia. Sa signature, autrefois si assurée, était maintenant le gribouillage à peine lisible d'un homme vaincu. Il poussa les papiers vers Brenda. Ses larmes tombèrent silencieusement sur la page, tachant l'encre alors qu'elle ajoutait son propre nom à la reddition. Ils se levèrent, leur mouvement lent et robotique. Ils ne me regardèrent pas. Ils ne le pouvaient pas. Ils sortirent de la salle de conférence, laissant derrière eux leur cupidité, leur ambition et tout leur avenir. La lourde porte se referma derrière eux, et dans le silence qui suivit, je ne ressentis pas la victoire, mais le chagrin profond et silencieux d'une fin nécessaire. C'était il y a 3 mois. Les saisons ont changé. Je ne suis pas dans ma grande maison silencieuse. Je me trouve dans une petite galerie d'art lumineuse du centre-ville. L'air sent la peinture fraîche et la possibilité. Les murs sont couverts de toiles audacieuses et vibrantes, le travail de jeunes artistes qui voient leurs rêves se réaliser pour la première fois. C'est l'exposition inaugurale financée par la fondation Alicia Callahan. Une jeune femme avec des taches de peinture sur les mains et un feu dans les yeux se tient à côté de moi, expliquant son œuvre. C'est une explosion de couleurs chaotiques et magnifiques qui me rappelle tellement ma femme. Je l'écoute, vraiment, et je souris. C'est un sourire sincère, un de ceux qui atteint mes yeux. Il me semble inhabituel mais bienvenu. Je pensais qu'un héritage était quelque chose que l'on transmettait, un flambeau de richesse et d'actifs passés d'une génération à l'autre. J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose à donner à mon fils. Je vois maintenant que je me trompais. Un véritable héritage, ce n'est pas ce que vous laissez à votre famille. C'est ce que vous laissez à votre communauté. Ce sont les opportunités que vous créez, le bien que vous mettez dans le monde qui continuera de croître longtemps après que votre nom soit oublié. En lui retirant une fortune que mon fils n'avait pas méritée, je lui ai donné la seule chose que mon argent n'aurait jamais pu lui acheter, la chance de construire sa propre vie. Une vie qui doit être bâtie sur le travail et le caractère, pas sur un héritage. Qu'il saisisse cette chance est son choix, pas le mien. Son histoire est maintenant la sienne. Mais plus important encore, nous avons pris la chose sombre et laide que sa cupidité avait créée, et nous l'avons transformée. Nous avons transformé la trahison d'un fils en la première exposition d'un artiste. Nous avons transformé le poison en peinture. Nous avons transformé un héritage potentiel en une opportunité réelle pour des centaines de personnes que je ne rencontrerai jamais. Ce faisant, j'honore ma femme d'une manière que la vente de sa collection n'aurait jamais pu faire. Je maintiens son esprit en vie, non pas en le préservant dans une maison silencieuse, mais en le laissant alimenter les rêves des autres. Je n'ai pas trouvé la paix dans la vengeance. Je l'ai trouvée dans un but. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous.